Bonjour à tous et bienvenue dans Terre de Blues TV. Lorsqu'on parle de saveurs marie-galantaises, il est clair qu'on est vite submergé tant elles sont nombreuses. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai un gros faible pour le manioc. Sa culture, sa transformation, sa pérennisation, autant d'étapes conquises par les femmes de l'île. Femme du bout, femme la tête, c'est tout de suite. Ça va ma paix. Nous avons rendez-vous avec Guillaume Vingataramin, le créateur de la fête du manioc. Il sait tout sur cette plante et avec lui on va bien sûr parler de manioc, mais aussi du rôle des femmes dans la transformation de cette fameuse racine nourricière. Guillaume Vingataramin, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans le jardin de Buckingham. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de roi et de reine ni de princesse, mais il y a plein de Marie-Galantais. Oui, beaucoup de Marie-Galantais, beaucoup de Marie-Galantaises d'ailleurs. Alors, on peut se faire une reine ici. Ah, très bien. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait quand même de très belles plantes, et notamment le manioc. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que vous êtes un passionné du manioc, tellement que vous en avez fait une fête, mais on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire d'où vient le manioc exactement? Le manioc est d'origine brésilienne, dont les Amérindiens l'ont exporté sur toutes les îles de la Caraïbe. Et ça a fait notre nourriture principale, le manioc, tant au niveau la plante, la racine, grosso modo on peut manger, mais aussi agro-transformée. Très bien. Et entre-temps, donc les Amérindiens d'abord l'ont amené, l'ont cultivé, l'ont transformé. Entre-temps, l'esclavage est arrivé, est passé par là. Il y a aussi les apports africains, de nos ancêtres africains, sur la transformation de cette racine. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, on peut dire que les Africains aussi ont adopté le manioc, puisque dans tout le continent, en majorité le continent africain, produit du manioc, c'est-à-dire surtout au niveau de l'agro-transformation. C'est ce que j'ai vu au salon de l'agriculture, ça m'a quand même fait un tic et j'ai dit il faut qu'il y ait une coopération mondiale. C'est-à-dire, je prenais même, vous avez parlé de fête du manioc, mais je pensais aller même plus loin. Une rencontre mondiale, congrès mondial des pays producteurs de manioc. Grand projet, ambitieux projet, à l'échelle de l'ambition du pays Marie-Galante, mais il en faut. Quand on a préparé l'émission, on a surtout parlé du rôle des femmes dans la transformation de cette racine. Les femmes ont toujours été importantes à toutes les étapes de la transformation du manioc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi les femmes sont si importantes dans la culture et la transformation du manioc? La femme a fait toujours partie de l'exploitation du jardin familial ou l'exploitation familiale du Marie-Galantais. La femme, c'était toujours le potomitan, c'est-à-dire lorsque le mari faisait les gros travaux, c'est-à-dire au labeur de la terre et autres, les femmes étaient derrière, c'est-à-dire comme le poids de bois, planter le poids de bois, récolter le poids de bois. Comme fait au niveau du manioc, c'est-à-dire le manioc, eh bien, c'est-à-dire que le monsieur plantait le manioc, l'arrachait. Ce sont des gros travaux, mais au niveau de la finition, c'est-à-dire la transformation, faire gratter le manioc, faire la farine, c'est plutôt la femme. On parlait aussi du fait que les habitudes alimentaires, sociétales aidant, et il y a eu des changements, les usines ferment, etc. Les femmes doivent continuer à travailler et c'est en ce sens qu'elles sont toujours présentes parce qu'elles réussissent à pérenniser, elles créent des emplois avec le manioc. Oui, surtout actuellement, il y a un problème de chômage. Eh bien, on voit que les jeunes se sont impliqués franchement. D'ailleurs, je salue tous les jeunes que j'ai rencontrés au niveau de la Guadeloupe, de Marie-Galante aussi, qui se sont mêlés, qui sont venus se former au niveau des grandes manioqueuses de Cassaves de Marie-Galante. D'accord. Alors, Marie a dit que ces gens-là, on doit les saluer et demain, si on voit une évolution en ce sens, les dames qui ont, disons,
porter, c'est-à-dire leur mainmise, disons, apporter, disons, et là pour, disons, la transmission, telle que feu Madame Carabin, il y a Madame Loubache, Madame Romain, il y en a d'autres aussi. Et lorsque je vois les jeunes actuellement se mêler dedans, parce que c'est un boulot qui est très difficile, c'est pas facile. Alors moi je dis chapeau, et c'est une production à maintenir. On va terminer avec votre contribution à vous par rapport à cette culture et cette tradition finalement, parce qu'il y a toute une tradition autour de la culture du manioc. Vous avez créé en 2003, si je ne m'abuse, la fête du manioc. Parlez-nous-en, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, c'est arrivé de créer la journée du manioc. C'était en 2003, c'était à la fête de Cap-Esther. Bon, par rapport à mes problèmes personnels, bon, ben, au lieu de partir en déroute, bon, j'ai dit, bon, ben, vaut mieux penser à autre chose. Et sans ce sens que la fête du manioc et la journée du manioc est née, a pris naissance. D'accord. Et en 2004, on a créé une association, Manioc Galante, qui en ce sens organisait avec la Chambre d'agriculture cette fête du manioc qui s'est déroulée à Bézard, un site traditionnel. Et ça fait son chemin par rapport. On avait invité des Martiniquais, des Guyanais, des Dominicains de lieu d'en face. Et sans ce sens que les Martiniquais ont créé le festival du manioc à Sainte-Marie, de la part de manioqueurs, M. Créatol, la famille Ragal aussi. Et on a vu après la journée du manioc en Guyane, à Awala. Voilà, il y a l'UNAPO. Et en plus, après, en suivant les informations, j'ai constaté que c'est la Nouvelle-Calédonie, après la Polynésie française. Qui a repris le flambeau de la fête du manioc. Oui, j'ai dit que ça a fait son chemin. Et les cassavries au niveau de la Guadeloupe ont refait surface dans chaque commune, ça me fait plaisir. Et à la mi du mois de septembre, aux Journées du patrimoine, eh bien, ça se déroule la fête du manioc comme d'hab. Et on pense aller plus loin comme le projet de congrès international sur le manioc n'est pas à côté de la plaque, c'est-à-dire de réunion tous les acteurs pour pays producteurs de manioc, transformateurs de manioc, de les réunir et de discuter autour de ça. Et surtout que la santé se mêle actuellement. Absolument. Alors je pense que c'est un produit d'hier, mais aussi de demain. Ok, je crois que c'est le mot de la fin. Merci Henri. Merci beaucoup, Guy-Henri, de nous avoir reçus aujourd'hui et de nous avoir apporté toutes ces informations, toutes ces explications, ces précisions sur le manioc. Et nous, on va partir voir Natacha Darin et on va goûter avec elle. Eh bien, je me permets de saluer Karine, qui est la princesse du jardin de Pékin. Merci Guy-Henri. Allez, on y va. Il est temps de retrouver Natacha Darin, une des dernières jeunes femmes du pays Margalante à travailler le manioc entre tradition et modernité. Natacha, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en plein coup de feu. Avec plaisir. C'est toujours comme ça avec le festival. Merci de nous recevoir ici chez vous, dans votre atelier. Vous êtes agro-transformatrice, vous travaillez le manioc, vous êtes une des rares jeunes femmes de Margalante à le faire. Vous m'aviez dit au départ que vous n'étiez pas partie pour ça dans la vie. Non, j'étais partie pour faire des études de commerce, mais j'avais toujours senti cet engouement en moi de créer mon entreprise dans l'unité de transformation du manioc. C'est-à-dire après mon bac, l'engouement est venu parce que j'ai baigné dans le manioc, j'ai grandi. C'est l'activité première de ma grand-mère, de ma mère. J'ai eu la transmission par ces deux femmes vaillantes. Et c'est de là. Et j'aidais souvent ma mère à aller au marché, à la transformation, séchage de farine. Je l'avais en moi. Mais ce savoir-faire, là, comment je vous vois tourner ça, c'est ancestral chez vous. Ça date de votre grand-mère et de bien avant. Bien avant. On l'a mis, ça date de 1941 parce que ma grand-mère a vraiment commencé à commercialiser la farine, les cassaves. Elle allait en Guadeloupe, elle a élevé ses enfants, mais
Elle a vraiment commencé à développer cette activité à partir de 1941. L'arrière-grand-mère faisait un petit peu, mais comme au quotidien. On fait un peu de manioc pour la maison, pour la famille, pour à côté, pour soi-même. Mais commercialement, ça a débuté avec ma grand-mère. Qui faisait en fait des coups de main, Au départ, qui faisait des coups de main. Mais quand ma mère a commencé à la langue, il fallait prendre quelqu'un pour aider à l'activité dont nous aussi les enfants s'en occupaient. Vous pouvez continuer à travailler pendant. Je ne vais pas vous empêcher de travailler. Donc c'est pour ça que vous avez continué en fait. C'est que cette chose-là, malgré les difficultés de la production de cette racine, de cette plante, vous l'aviez en vous. Oui, je l'ai en moi. Mais je continue aussi, c'est l'engouement et la volonté qui te donnent envie, parce que le chemin de parcours n'est pas évident. Parce que comme dans ce métier, tout chacun, vous allez voir, la tranche d'âge commence souvent, la 45, cinquantaine, jusqu'à 80, même 90 ans. Ils n'ont pas le même optique de mettre en valeur et ils ont l'optique de transmettre. Si un enfant veut, c'est-à-dire il y a toutes les manioqueries que vous allez côtoyer, il y a un enfant qui fera un petit peu. Mais chercher à pérenniser l'activité, si vous n'avez pas, ils ne sont pas encore de cette optique-là, ils ne se rendent pas compte que ça risque de disparaître. Si on ne pérennise pas, si on ne cherche pas à évoluer et à faire une unité semi-industrielle, un jeune de maintenant ne pourra pas intégrer l'activité telle que je l'ai fait. J'avais cet engouement, j'ai été apprise à travailler très tôt. Alors j'étais mais jeune, même mes propres enfants, je ne vais pas leur demander. Le samedi, je suis ici à 3 h du matin et on ne sait pas l'heure que je finis. Des fois, il faut aller sous les parcelles si l'agriculteur ne peut pas récolter. Il faut s'y rendre sous les parcelles, récolter, venir picher, s'activer. Non, il faut semi-industrialiser déjà pour respecter les normes sanitaires, pour aussi donner goût aux agriculteurs qui sont derrière, de planter, savoir où ils vont écouler la marchandise, parce qu'on se retrouve en ce moment qu'on a une pénurie par rapport à l'Ouagan-Maria, mais aussi, il y a 2 ans, on a perdu aussi du manioc. Les agriculteurs ont perdu du manioc parce qu'ils ne trouvaient pas d'acheteurs. Alors, on ne veut plus retourner dans cette optique, si on doit évoluer. Le manioc est un produit naturel, je ne dirais pas bio, parce que ce n'est pas régi à EcoCert, mais c'est un produit naturel. Il y a des terres qui sont défrichées, qui ne sont pas à côté de la proximité de canne à sucre, on peut qualifier de bio. Mais aussi, l'autre marché qu'on pourra atteindre à la langue, c'est le marché sans gluten qui se développe. Exactement. Mais pour atteindre ce marché-là, il y a un label. Et ce label-là est très strict sur les normes sanitaires. Pour finir, est-ce que je vous sens très passionné dans votre discours. Est-ce que c'est cette passion-là qui vous fait lever tous les matins et qui vous emmène ici à 3 h du matin? Qu'est-ce qui vous emmène? C'est cette passion-là, vraiment, c'est cette passion-là. Sinon, j'aurais pu déjà... On dit qu'on n'est pas prophète chez soi. À Marie-Galante, quand on sort de Marie-Galante, on peut aller, comme on dit, on a un gâche-listan. On est à l'école à Marie-Galante. Parce que pour créer, pour résister, d'où l'insularité. Le produit communalisé ici, confectionné ici, commercialisé en Guadeloupe pour les 95% de farine. Donc, il faut se battre pour aller, pour livrer et tout. C'est votre grand-mère et leur mère avant elle qui vous ont transmis ces savoirs et cette passion. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants et aux générations d'après? Je transmets déjà à mes enfants. L'aînée, à 9 ans, elle commercialisait, elle allait vendre, elle était là. Elle faisait l'explication, même les clients qui reviennent, même après 10 ans, qui me disent « Où est la petite ?» et tout. Maintenant, elle a choisi sa voie d'intégrer pour être maître chocolatier. Grâce à Dieu, elle est chez les compagnons où elle sera bien formée. Et après, on verra qui c'est. Peut-être elle va aller chocolat et manioc. Et les 2 autres sont là. Tant que les enfants sont ici, on leur donne cette transmission. Mais je ne veux pas penser à mes enfants. Aujourd'hui, je pense à l'activité qui doit se pérenniser sous l'île de Marie-Galante. Que ce soit mes enfants, un autre, parce qu'en semi-industrialisation, on peut embaucher d'autres jeunes, on peut donner l'engouement à d'autres, parce que là, c'est contraignant. Ils ne vont pas cet engouement parce que c'est très contraignant. Mais en semi-industrialisation, ils voient qu'ils pourront gagner leur vie et faire un salaire tout de suite. Oui, exactement. Merci beaucoup, Natacha, pour votre passion, votre générosité et votre précieux temps. On vous laisse travailler et on vous dit à très bientôt. Merci. Avec tant de passion, de travail et de détermination, je suis certaine que vous considérez autrement votre prochaine dégustation de cassave. Demain, c'est déjà le dernier volet de l'édition 2018 de Terre de Blues TV. Mais comment être triste lorsque les Mulata Son, Oumou Sangaré et Diana King nous attendent à Murat.
impossible. Allez, bonne soirée, je vous retrouve demain sur Terre de Blues TV. Et d'ici là, gardez l'esprit du blues. Ciao.